Et si la paix pouvait naître du chaos, même de la guerre? C'est une question qui, depuis des générations, semblait relever du rêve, de l'utopie. Pourtant, l'histoire du Burkina Faso, ce pays longtemps meurtri, prouve que l'impossible peut surgir précisément là où tout semblait perdu. Pendant des décennies, le Burkina Faso a été surnommé le cimetière de l'espoir. Ce n'est pas qu'une formule. Sur ces terres, chaque village porte les cicatrices d'affrontements interminables. Imaginez, à perte de vue, des carcasses de tanks, de camions blindés jonchant les routes poussiéreuses, rouillées sous un soleil de plomb. Ces vestiges, silencieux et pesants, rappelaient en chaque jour la réalité d'un pays prisonnier de la guerre. Dans la mémoire collective, tout semblait figé. Comme au lendemain de la Première Guerre mondiale en Europe, où les tranchées et les no man's lands inscrivaient dans le paysage la marque indélébile de la violence, le Burkina Faso portait, lui aussi, la tragédie de ces guerres sur son sol, dans ses familles, jusque dans sa langue quotidienne. Mais en l'an 2025, un événement inattendu ébranle ce statu quo. Ibrahim Traoré, président à la carrure de roc, ose ce que personne n'osait imaginer. Il convoque le pays tout entier pour annoncer un projet fou, récupérer 18 000 tonnes d'acier, pas n'importe lequel, celui des carcasses de guerre, des tanks et des camions détruits, et leur donner une nouvelle destinée. Ce métal forgé pour détruire va devenir le socle d'une œuvre de paix. Le projet est simple dans son principe, mais vertigineux dans sa portée. Construire un chemin de fer de 420 km traversant le Burkina Faso d'est en ouest, reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. Ce n'est pas qu'un ouvrage d'ingénierie, c'est un pari sur la réconciliation. L'objectif ? Relier des communautés longtemps ennemies, panser les plaies du passé tout en bâtissant l'indépendance économique et sociale du pays. Pour mieux comprendre la portée de cette initiative, rappelons-nous d'autres exemples historiques. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe choisit de transformer les usines d'armement en centres de production civile, posant les bases de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, future Union européenne. Au Japon, Hiroshima est devenu le symbole d'une renaissance. La ville détruite par la bombe atomique a été rebâtie comme un plaidoyer pour la paix. À chaque fois, des peuples se sont levés pour transformer la ruine en promesse. Mais au Burkina Faso, la situation est d'autant plus saisissante que l'aide internationale, si souvent présentée comme indispensable, est ici volontairement tenue à l'écart. Le pays choisit de refuser la dépendance, de puiser dans ses propres ressources, dans son génie collectif, pour façonner son avenir. Un geste politique fort, un pied de nez à l'ordre établi. Ce tournant n'est pas qu'une question de fer et de rail. Il s'agit de réinventer le tissu social, de redonner confiance à un peuple abattu, car sinon, le risque est grand de s'enfermer dans les vieux schémas, où la fatalité et la résignation tiennent lieu d'horizon. Mais comment un peuple brisé par la guerre peut-il trouver en lui-même la force de rebâtir ? Pour répondre à cette question, il faut plonger au cœur des premières semaines du projet, sur les anciens champs de bataille transformés en chantiers gigantesques. Des hommes et des femmes, pour la plupart déplacés, orphelins ou veuves, s'y pressent. Le programme Forger la paix est lancé. Il s'agit d'apprendre à chacun à manier le métal, à souder, à bâtir. Des ateliers de formation sont ouverts dans chaque grande ville, mais aussi dans des villages reculés afin que personne ne soit laissé pour compte. Prenons l'exemple de Mariam, veuve de guerre, qui n'avait jamais touché un outil. En 6 mois, elle est devenue chef d'équipe, dirigeant une vingtaine d'ouvriers. Ou encore Moussa, ancien combattant, qui a troqué la Kalachnikov pour la pince à souder, retrouvant dans la création une dignité perdue. Ces histoires, il y en a des milliers, et elles jalonnent la renaissance du pays. Pour offrir à tous une chance, les entreprises locales reçoivent des subventions du gouvernement, mais aussi des prêts à taux zéro orchestrés par un fonds citoyen. Ce fonds, alimenté par une partie des salaires et des dons volontaires, garantit que l'argent circule dans l'économie nationale. Un professeur d'économie de l'université de Ouagadougou l'explique ainsi. Pour la première fois, l'argent du peuple travaille pour le peuple. Les aciéries, autrefois à l'abandon, reprennent vie sous la direction d'ingénieurs burkinabés. Parmi eux, Adama, formé à l'étranger, revient au pays pour superviser la construction de nouveaux fours à arc électrique, affichant une efficacité supérieure à 93%. L'innovation est au rendez-vous. Les déchets des aciéries sont réutilisés pour fabriquer des briques réfractaires, servant à la construction de logements pour les ouvriers. Rien ne se perd, tout se transforme. La mobilisation est telle que, très vite, près de 9 500 ouvriers sont à l'œuvre. Plus de 60% d'entre eux sont des personnes déplacées par la guerre. Les ateliers fourmillent d'armes d'énergie. Les étincelles jaillissent la nuit, dessinant sur le ciel noir du Sahel des constellations d'espoir. L'impact social est immédiat.
Les marchés de quartier fermés pendant des années rouvrent. Les écoles, qui servaient d'abri aux réfugiés, reprennent leur cours. Les soins de santé, auparavant inaccessibles, bénéficient des recettes générées par le projet. On observe une baisse de plus de 30% du chômage dans les régions traversées par le rail. Les premiers retrains sont mis en circulation moins d'un an après le début des travaux. Les coûts de transport chutent de plus de 35%, rendant les denrées alimentaires et les matières premières plus accessibles. Le produit intérieur brut du Burkina Faso progresse de plus de 2% en une seule année, du jamais vu depuis des décennies. Mais l'enjeu n'est pas que technique ou économique, il est symbolique. Chaque rail posé, chaque traverse fixée est un acte de réparation, une manière de refermer les blessures. Des cérémonies sont organisées à chaque village traversé, où les anciens bénissent la voie ferrée et les enfants déposent des fleurs sur les rails. Une mémoire vivante se construit, mêlant douleur et fierté. Ce processus rappelle celui observé en Afrique du Sud après l'apartheid, lorsque la commission Vérité et Réconciliation a permis d'exprimer la douleur pour préparer la guérison collective. Au Burkina Faso, la réconciliation se fait dans l'action. Chaque marteau frappant le métal est un pas vers l'apaisement. Les femmes jouent un rôle déterminant. De nombreuses veuves, auparavant marginalisées, deviennent chefs de chantier, gestionnaires de coopératives ou formatrices. Les radios locales diffusent chaque semaine des portraits de femmes ayant trouvé dans la reconstruction une voie nouvelle. Il est au courant d'entendre « Ici, la paix a le visage d'une femme ». Rapidement, la réussite du projet fait écho au-delà des frontières. Les médias internationaux s'emparent du « miracle burkinabé ». À Ouagadougou, les journalistes de l'AFP ou de la BBC côtoient les reporters locaux pour couvrir la renaissance du pays. Les images des premiers trains, peints aux couleurs du drapeau national, font le tour du monde. Dans les capitales étrangères, l'événement suscite débats et interrogations. À Washington, Paris, Berlin, Tokyo, les analystes se penchent sur la possibilité d'un effet domino. Plusieurs pays africains, inspirés, envoient des délégations pour étudier le modèle burkinabé. Dans les wagons, on entend désormais le Swahili, le Wolof, le Lingala, la diversité du continent réunie autour d'une même aspiration. Mais certains s'inquiètent. Les grandes puissances, habituées à jouer un rôle central dans l'aide au développement, voient d'un mauvais œil cette affirmation d'autonomie. Des pressions économiques apparaissent, des menaces de sanctions ou de rétorsion commerciale. Le gouvernement burkinabé tient bon, fort du soutien populaire. L'impact écologique du projet est salué par les experts. En récupérant et recyclant l'acier des engins de guerre, plus de 52 000 tonnes de dioxyde de carbone sont épargnées chaque année à l'atmosphère. Les trains, alimentés en partie par des batteries solaires produites localement, réduisent la dépendance aux énergies fossiles. Des ONG environnementales, comme Greenpeace, citent le projet comme exemple de transition verte en Afrique. Les écoles s'emparent du sujet. Les enseignants organisent des débats sur la souveraineté, la résilience, l'innovation. Les élèves écrivent des poèmes, des nouvelles, des chansons inspirées par le train. Les artistes, peintres et graffeurs recouvrent les murs de fresques représentant des locomotives, des rails, des visages d'ouvriers, des scènes de réconciliation. Le chemin de fer devient l'épine dorsale d'une nouvelle identité nationale. À chaque passage du train, les villages célèbrent son arrivée par des danses, des chants, des marchés éphémères. Des mémoriaux sont érigés le long de la voie, rappelant les épisodes douloureux du passé, tout en rendant hommage à la résilience collective. Dans les urnes, la souveraineté s'affirme. Le taux de participation aux élections locales atteint des records. Les citoyens, désormais acteurs de leur destin, s'impliquent dans la gestion des communes, la surveillance des budgets, la planification des infrastructures. Un vent de démocratie souffle sur le pays. Mais comme toujours, la réussite attire aussi les convoitises et les tensions. Certains groupes, nostalgiques de l'ancien ordre, tentent de saboter les rails, d'organiser des blocages. Mais la population, soudée autour du projet, déjoue ces tentatives. Des comités de vigilance composés de jeunes et de retraités patrouillent le long du chemin de fer pour garantir sa sécurité. À ce stade, le Burkina Faso n'est plus un simple pays en reconstruction. Il devient un laboratoire, un modèle pour d'autres nations. La question centrale n'est plus « est-ce possible ?», mais comment s'en inspirer ? Pour les pays qui souhaitent suivre cet exemple, plusieurs étapes concrètes s'imposent. Premièrement, recenser et valoriser les ressources locales, qu'il s'agisse de matières premières ou de compétences humaines. Deuxièmement, instaurer des programmes de formation ouverts à tous pour que chaque citoyen devienne acteur de la reconstruction. Troisièmement, privilégier l'autofinancement, même partiel, afin de garantir l'indépendance du projet.
Quatrièmement, impliquer la société civile à chaque étape, en organisant des consultations publiques, des assemblées de quartier, des débats citoyens. Cinquièmement, protéger et promouvoir l'innovation locale, en facilitant le retour des talents formés à l'étranger et en encourageant la recherche. Enfin, il est essentiel de cultiver la mémoire, bâtir des mémoriaux, organiser des cérémonies de réconciliation, raconter l'histoire du projet à travers les arts et les médias. Car une renaissance ne peut se faire sans reconnaître les douleurs du passé. En Afrique, des initiatives similaires émergent. Au Rwanda, après le génocide, la politique du Ndi Umunyarwanda a permis de retisser les liens entre communautés. Au Mozambique, la transformation des mines antipersonnelles en sculptures d'art public a symbolisé la volonté de tourner la page de la guerre. Au Burkina Faso, le rail incarne cette même énergie de transmutation. Ce chemin de fer n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas la réponse à une prière, ni le fruit d'un miracle. Il était né d'une volonté farouche, celle de transformer la douleur en puissance, d'arracher aux cendres une trajectoire nouvelle. Comme au lendemain de la guerre civile espagnole, où la Catalogne rebâtit son économie sur les ruines, le Burkina Faso montre que chaque défaite peut être le début d'une renaissance. À chaque passage, le train rappelle que l'avenir ne se reçoit pas, il se conquiert. Personne n'a offert cette renaissance au Burkina Faso. Elle a été gagnée, pas à pas dans le tumulte du métal, par la sueur de milliers de mains. Ce qui se joue ici dépasse un simple réseau de rails. C'est la capacité d'un peuple et de chacun de nous à ne plus rester spectateur de sa propre histoire, à reconstruire même quand il ne reste que des ruines. C'est refuser la fatalité, préférer l'action à la plainte. Pour tous ceux qui s'interrogent sur la possibilité d'exporter ce modèle, il faut admettre qu'il n'existe pas de solution universelle. Mais certains principes traversent les frontières. La confiance dans la capacité collective, la valorisation de l'ingéniosité locale, l'inclusion des plus vulnérables et la mémoire comme socle du renouveau. Ce train porte la preuve que l'autonomie n'est pas un rêve réservé à d'autres continents. Elle est un choix, un acte radical, le refus de dépendre des modèles venus d'ailleurs. Ici, des femmes et des hommes ont transformé les armes du passé en ponts vers demain. Il n'existe pas de mode d'emploi pour renaître. Seulement le courage de recommencer, d'assembler pièce par pièce une souveraineté retrouvée. La question n'est plus de savoir si c'est possible, elle est de savoir qui osera s'y engager. Car la reconstruction n'attend pas, elle commence partout où l'on décide de ne plus subir, où la douleur collective devient le ciment d'un renouveau. Ce chemin n'est pas celui d'un seul pays. Il trace une ligne pour tous ceux qui refusent la fatalité, pour ceux qui veulent faire de leur histoire une force et non une chaîne de regrets. La résilience n'est pas un slogan, c'est un engagement. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la dignité s'est montée à bord. L'Afrique entière regarde, inspirée. Alors, serez-vous, vous aussi, passager de ce renouveau ?